Merci, Monsieur le Président, chers collègues. En 1791, les déclarations des droits de la femme et de la citoyenne stipulaient dans son article 1er que la femme naît libre et égale à l'homme en droit. Cette déclaration ne fut jamais votée. Son auteur, Olympe de Gouges, fut guillotiné et les femmes écartées du pouvoir. Sous Napoléon, le Code civil de 1810, basé sur le droit romain, mettait la femme sous l'autorité du mari. Il a fallu attendre 1958 pour que les droits de la femme dans la famille soient reconnus. En un demi-siècle, la vie des femmes a été bouleversée. Loin de se contenter d'élever les enfants et de tenir une maison, les femmes travaillaient et presque toujours... j'ai perdu ma ligne, excusez-moi. Loin de se contenter d'élever les enfants et de tenir une maison, les femmes travaillaient et presque toujours, elles vivent dans l'ombre des hommes. Aujourd'hui, et ce depuis 1965, elles investissent dans les métiers, voire encore peu, considérés comme masculins. Elles restent pourtant désireuses d'avoir une vie de couple et de mère. Parmi les enjeux et finalités de la culture scientifique, technique et industrielle, vous rappelez à juste titre l'enjeu éducatif. Former les jeunes et les éclairer sur les choix d'orientation. Je voudrais aborder la question des filles et des sciences. Au lycée, les filles sont plus brillantes que les garçons en général et obtiennent plus souvent le baccalauréat avec mention bien ou très bien, notamment en série S. Ensuite, elles s'évaporent dans les filières scientifiques et des écoles d'ingénieurs. À l'université, pourtant, la parité est respectée, avec même un léger avantage. Mais elles sont regroupées dans des filières très spécifiques. 80% dans les formations paramédicales et sociales, 70% en lettres et sciences humaines, moins de 40% en sciences, STAPS comprises, 30% dans les classes préparatoires. Dans les écoles d'ingénieurs, elles progressent très lentement, passant de 15% en 1985 et 29% en 2015. À ce rythme, la parité dans les écoles d'ingénieurs ne sera atteinte que dans 50 ans environ. Puisqu'il s'agit de mettre en œuvre des politiques de formation et de développement des vocations scientifiques, il convient dans cette dynamique de cibler particulièrement l'accès des filles à ces études. Est-il admissible que la société française se prive encore un demi-siècle de la moitié de ses ressources intellectuelles potentiellement dans le domaine scientifique? Différentes études, telles que l'IEPP, l'Institut Montaigne, le DEPP, mettent en évidence une affaire d'autocensure qui se construit progressivement tout au long de la scolarité. Les parents, les enseignants et les agents du système éducatif, Camille Foidevaux-Métairie dit « Les hommes se contentent de 60% des compétences nécessaires pour postuler à une fonction importante, quand les femmes exigent d'elles-mêmes d'en avoir 120%. L'autocensure n'est qu'un facteur parmi tant d'autres qui décourage les femmes à s'affirmer dans cette vocation. Le mal est donc plus profond. Il faudrait faire évoluer les mentalités et changer l'idée que l'on se fait des disciplines scientifiques, corriger les inégalités salariales persistantes et le jeu subtil des constructions de carrière. C'est pourquoi nous suggérons d'inscrire dans cette stratégie régionale de culture scientifique un volet spécial dédié à la lutte contre l'autocensure des filles vis-à-vis des études et des cursus scientifiques. Je vous remercie. Merci Madame Bouachibo. Je vais donc